Bonjour, c'est Christophe de Dinchin et comme je vous ai dit, je vais essayer de faire des vidéos sur le domaine de la physique de façon assez régulière, de la physique et des sciences. Et la vidéo d'aujourd'hui m'est inspirée par une vidéo, un dialogue entre Roger Penrose et Jordan Peterson sur la conscience en physique. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce que ça fait la conscience en physique? D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on parle? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la conscience en physique? La raison fondamentale, en fait, est une des interprétations de la mécanique quantique, qu'on appelle en anglais Consciousness Causes Collapse, qui avait été lancée de mémoire par Von Braun, et qui tentait d'expliquer par la conscience le phénomène un peu mystérieux appelé effondrement du paquet d'ondes. Alors l'effondrement du paquet d'ondes, c'est ce qu'on appelle un postulat en mécanique quantique, c'est-à-dire c'est une supposition dont on a besoin pour pouvoir faire fonctionner la théorie, mais on ne sait pas très bien d'où ça vient. Que dit le postulat du paquet d'ondes? Alors, je ne pense pas que vous êtes tous familiers avec la mécanique quantique, mais en mécanique quantique, on représente l'état des particules par quelque chose qui est appelé une fonction d'onde, qui est une fonction sur tout l'espace, qui permet de prévoir la probabilité de présence de la particule en chaque point, par exemple. Donc ça représente l'état de la particule dans la représentation traditionnelle de la mécanique quantique. Et vous avez peut-être entendu dire que cet état peut être un état superposé. Ça peut être des états, par exemple, où la particule peut être en plusieurs endroits en même temps. Mais quand on mesure sa position à un endroit, à ce moment-là, la fonction d'onde va s'effondrer, va se réduire, de façon à prédire tout le temps que la particule sera à l'endroit où on l'a vue. Alors ça semble un petit peu mystérieux et on a eu un peu de mal à l'interpréter. Je vous avais parlé dans ma vidéo d'hier d'un livre que je viens de publier qui concerne une théorie que j'ai développée qui s'appelle la théorie des mesures incomplètes. Dans la théorie des mesures incomplètes, il y a l'équivalent de l'effondrement du paquet d'ondes, mais c'est interprété d'une façon extrêmement différente. C'est considéré comme une propriété non pas de l'univers, mais des instruments de mesure. Un instrument de mesure, pour être de bonne qualité, doit me permettre de garantir que si je mesure quelque chose et que je le remesure après, je dois obtenir la même chose. Sinon, c'est que mon instrument de mesure, il n'est pas stable. Et pour avoir un instrument de mesure qui soit stable dans le cadre du modèle mathématique de la mécanique quantique, j'ai besoin de l'effondrement du paquet d'ondes. Donc, l'interprétation de la mécanique quantique, c'est que c'est un postulat et que c'est comme ça. L'interprétation de la théorie des mesures incomplètes, c'est de dire je veux des instruments de mesure qui me donnent les mêmes résultats de façon répétée et donc j'ai besoin de l'effondrement du paquet d'ondes à cause de ça. Alors la représentation en théorie des mesures incomplètes est un petit peu différente, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Vous avez des vidéos en ligne si vous êtes curieux qui expliquent un petit peu les idées. Pour revenir à la conscience, le problème de la conscience, donc, c'est qu'elle s'est immiscée en physique, mais avec une définition qui est un petit peu floue. Et dans la discussion entre Roger Penrose et Jordan Peterson, ce flou apparaît quand Peterson et Penrose ne se comprennent pas sur ce qu'ils entendent par le mot conscience. Peterson a une description phénoménologique correspondant au fonctionnement du cerveau humain, puisque c'est son domaine, et Penrose a une définition assez floue qui est basée en réalité sur le sujet qui l'intéresse, qui s'appelle la calculabilité, je vais vous en parler dans un instant, et sur un modèle de conscience très simplifié pour pouvoir dire quelque chose dessus. Comme il dit, il ne traite pas l'ensemble du champ de la conscience, il ne traite pas le fait de percevoir la couleur verte, mais il traite le fait qu'un mathématicien puisse démontrer ou s'approprier un théorème. Et donc la définition de la conscience de Penrose, pour simplifier, je paraphrase un petit peu, mais c'est ce que j'en ai compris, c'est de dire le mathématicien qui s'approprie un théorème est en train d'évaluer des règles de la même façon que pourrait l'évaluer un autre mathématicien avec des règles sur lesquelles ils se sont mis d'accord, et que ce modèle d'évaluation des règles est aussi le modèle des règles centrales au théorème de Gödel. Alors le théorème de Gödel, c'est une révolution dans les années 30 sur notre compréhension de ce que les mathématiques étaient capables de démontrer. Kurt Gödel a, pour simplifier, réussi à construire l'équivalent mathématique de « cette phrase est fausse », c'est-à-dire
cette phrase, si je dis qu'elle est fausse, alors elle est vraie, et si je dis qu'elle est vraie, alors elle est fausse. Et Kurt Gödel a démontré que si j'avais un système mathématique suffisamment compliqué pour être capable de représenter les théorèmes proprement dit dans le système, alors et si je cherche une machine à prouver les théorèmes, alors je peux construire donc une machine à prouver les théorèmes au sens, j'ai une méthode que je peux appliquer, une mécanique que le mathématicien ou l'ordinateur pourra appliquer pour démontrer un théorème dans ce système. Alors cette machine à prouver les théorèmes, eh bien je peux construire un théorème que je vais donner à la machine qui dit ce théorème est faux. Et donc si la machine arrive à prouver qu'il est vrai, alors il est faux. Si elle arrive à prouver qu'il est faux, alors il est vrai. Je simplifie un tout petit peu le raisonnement de Gödel, mais en gros c'est l'idée. Et ce qui est intéressant dans ce raisonnement, c'est qu'on est capable de dire que si je sais faire les calculs, si je suis capable d'appliquer mécaniquement mon principe de démonstration de théorème, alors je peux toujours construire une entrée comme ça, dont on n'arrivera pas à savoir si elle est vraie ou fausse. Et c'est ce que utilise Penrose dans son raisonnement pour dire que le mathématicien qui s'approprie les maths et qui raisonne et qui est d'accord avec les autres mathématiciens, eh bien, s'il est capable de se mettre d'accord avec les autres mathématiciens, ça ne peut pas être sur une méthode purement calculatoire, puisqu'il est capable de raisonner sur ce genre de scénario. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris ce qu'il essayait de dire. Je peux avoir mal interprété. Peterson, lui, de son côté, fait une remarque extrêmement intéressante sur la conscience qu'il définit en gros comme la capacité de récupérer sur ses erreurs et de les corriger pour apprendre de ses erreurs et arriver à des méthodes plus efficaces. Donc la façon dont il l'écrit, il dit, si je me rends compte que je suis en train de faire une bêtise, il y a des grandes parties de mon cerveau qui vont s'allumer d'un coup, et du coup, je suis capable de mettre beaucoup d'énergie à trouver une solution qui va me permettre de ne plus faire cette erreur, de faire par exemple si je joue un morceau de piano de travers, je vais mettre beaucoup d'efforts jusqu'à ce que je sois capable de le jouer correctement, et ensuite je serai capable de le jouer correctement de façon automatique. Et donc il définissait en particulier, je pense que ce n'est pas la définition globale, mais c'était une des applications de la conscience comme étant la capacité comme ça à corriger ses erreurs pour passer d'un mode conscient à un mode automatique. Quand on apprend à faire du vélo, au début on est très conscient du fait qu'on va tomber, et ensuite ça devient complètement automatique. Élargir le champ des choses qu'on peut faire de façon automatique. Alors ces deux définitions de la conscience sont évidemment pas tout à fait compatibles, et c'est ça qui est très intéressant dans cette discussion. La discussion dure 2 heures, beaucoup plus longue que ma vidéo, donc je vous en fais un résumé, mais je vous invite vraiment à la regarder, elle est en anglais, elle n'a pas été traduite à ma connaissance pour l'instant. Et ça m'a fait réaliser qu'il y avait une troisième définition de la conscience qui me paraît plus scientifique et plus intéressante du point de vue de l'évaluation scientifique, qui était de dire que la conscience est en fait un modèle mental que les êtres intelligents, notamment les mammifères, etc., développent des autres choses et individus qui sont autour d'eux. Et que c'est quelque chose qui est nécessaire pour la survie. Alors j'explique pour clarifier un petit peu. Si je suis un lion en train de chasser des gazelles, ça m'intéresse de savoir si les gazelles m'ont repéré. Donc j'ai besoin d'un modèle mental de comment fonctionne le cerveau d'une gazelle qui soit assez précis pour pouvoir détecter si la gazelle m'a vu, s'il est en train de s'enfuir, etc. Et inversement, si je suis une gazelle, j'ai besoin de savoir si le lion m'a repéré, j'ai besoin de savoir s'il s'intéresse à moi ou s'il est en train de chasser quelqu'un d'autre dans la meute, etc. Dans le troupeau, enfin voilà. Je ne suis pas un biologiste, je ne suis pas tout à fait un spécialiste des gazelles et des lions, et je raconte sans doute n'importe quoi dans ce domaine. Bref, vous avez compris en tout cas l'idée générale, et le papier qui était sorti il y a, je pense, une dizaine d'années, qui était assez intéressant, disait qu'on peut appeler conscience le fait d'être capable d'appliquer ce genre de modèle mental à son propre raisonnement. C'est-à-dire, je me regarde dans une glace et je me dis, la façon dont je perçois les autres est la même que la façon dont les autres me perçoivent. Donc le modèle mental dont je me sers pour essayer de comprendre si les autres m'ont vu, s'ils sont attentifs à ce que je fais, etc., eh bien, il s'applique aussi à moi. Et donc, par exemple, quand je vois quelqu'un dormir, il n'est pas conscient de ma présence. Et bien de même, quand moi je dors, je ne suis pas conscient. Voilà. Donc j'ai trouvé que cette définition était très intéressante parce qu'elle est opérationnelle.
elle est assez facile à vérifier, elle semble intuitivement assez juste, et elle a une utilité biologique importante, ce qui veut dire qu'on peut tout à fait comprendre pourquoi est-ce que la nature mettrait en place un mécanisme de ce genre-là. Pourquoi, si vous êtes croyant, Dieu aurait équipé les êtres vivants d'une conscience? Eh bien, pour pouvoir détecter, en fait, ceux qui sont autour d'eux. Et c'est intéressant parce que ça couvre à la fois la conscience de Penrose et la conscience de Peterson. Ça couvre la conscience de Penrose parce que si je suis attentif à la démonstration d'un théorème mathématique, eh bien en fait je suis conscient, je pars du principe que ce qui est important là-dedans, c'est que je suive la même chose que les autres mathématiciens. Donc je suis exactement dans le cas où je fais un modèle mental du cerveau des autres mathématiciens et je m'assure que nous suivons les mêmes règles. Et ça couvre aussi celle de Peterson, qui était en gros « je corrige mes erreurs et je mets beaucoup d'énergie pour corriger mes erreurs », en disant eh bien, lorsque je suis en train de corriger une erreur et d'essayer de transformer un processus qui me demande de l'attention en un processus automatique, j'ai appliqué à moi-même ce que je connais des animaux et du fait qu'ils font beaucoup de choses par réflexe. Qu'un animal va apprendre des choses. Donc, lorsque je donne un sucre à un chien pour le récompenser et qu'au contraire, je lui dis « Ah non, là, tu as fait une crotte sur le tapis, c'est pas bien », eh bien, le modèle d'apprentissage du chien, finalement, est basé sur le fait qu'il est conscient de ma présence, qu'il est conscient du fait que je sois content, pas content. Et c'est ce même modèle que je vais ensuite m'appliquer, moi, en tant que chercheur en psychologie, etc., pour l'appliquer à mon propre fonctionnement d'apprentissage. Et puis ensuite, on va aller regarder ça dans un scanner et on va voir, effectivement, il y a des zones du cerveau qui s'allument pour mettre en place ces mécanismes. Donc je trouve ça très intéressant qu'on a deux définitions un peu opposées de la conscience, qui ne se parlaient pas, mais qui sont unifiées par une troisième définition qui me paraît un petit peu plus large. Bon, je vous avais dit que j'allais parler de mécanique quantique, parler de conscience dans mécanique quantique. Eh bien là, c'est juste pour dire que de mon point de vue, la conscience n'est pas du tout utile. Un bon exemple de ça que je donne dans mon livre, c'est qu'un bilame, qui est un dispositif qui va fermer ou ouvrir un thermostat, par exemple les vieux thermostats, il y avait un bilame dedans, c'est deux lames métalliques qui se dilatent différemment, et donc quand la température change, eh bien, le bilame va bouger. Et puis ça permet de fermer ou d'ouvrir un circuit. Donc les vieux thermostats mécaniques fonctionnaient comme ça. Je ne pense pas que deux bouts de métal collés l'un à l'autre, on puisse dire qu'il y a une conscience dedans. Pourtant, je suis capable de faire une mesure avec. Et donc, dans le cadre de la théorie des mesures incomplètes, c'est un dispositif sur lequel je peux tout à fait avoir un phénomène d'effondrement du paquet d'ondes, au même sens mathématique qu'en mécanique quantique, mais je n'ai pas du tout besoin de conscience pour l'expliquer. Voilà, donc voilà mes réflexions du jour sur la conscience. Et en tout cas, je vous invite, surtout si vous parlez anglais, à aller regarder ce dialogue entre Peterson et Penrose. C'est un véritable régal. C'est extrêmement intéressant. Il y a plein d'autres choses que je n'ai pas eu le temps de vous raconter. À bientôt.